Même si tout le monde n'a pas complété, n'a pas mangé le déjeuner à cause du service, peut-être un peu lent ce matin, non, le plus nombreux des MECAM et des invités. On va débuter parce qu'il y a un contenu assez élaboré et intéressant. Je pense qu'on aimerait avoir la possibilité d'avoir plus d'espace pour la conférence. Donc, pour la présentation, cette semaine, j'ai eu une lecture qui est arrivée un peu par la bande via un des membres MERCAM qui est ici présent, il va se reconnaître tantôt. Et la réflexion qui m'amène à faire cette présentation-là, c'est sûr, bien sûr, les invités sont Mme Joyce Renaud, M. Veillul, le technicien, et M. Bruman, le conférencier. Donc, vous voyez, là, M. Bruman, c'est un docteur en biophysique. Et il gagne sa vie présentement en s'occupant de sa mère qui est centenaire et en faisant des conférences un peu partout sur le territoire pour sensibiliser les gens à cette dimension-là des hydrocarbures au Québec et un peu partout sur la planète. Ce qui m'amène à faire la présentation suivante, c'est que dans des situations comme ça, c'est un peu le jeu, l'individu, via la société. Et j'ai lu quelque part dans un livre de philosophie, M. Solzhenitsyn qui disait dans votre série, je veux quelqu'un qui est normalement comme individualiste, va dire je veux vivre et jouir, les autres les emmerdent. C'est le plus fort qui a raison. C'est pas toi que l'on bouscule, ne lève pas le petit doigt. C'est-à-dire, quand ce n'est pas toi que l'on bat, n'interviens pas en faveur de celui qui est battu. Attends ton tour. Par contre, je vais aller en contrepartie de ça, un autre texte, qui est un philosophe aussi, Niemöller, en allemand. Quand les nazis persécutaient les juifs, je n'ai pas réagi car je n'étais pas juif. Quand les nazis arrêtaient les communistes, je me suis tué car je n'étais pas communiste. Quand ils enfermaient les socialistes, je n'ai rien dit car je n'étais pas socialiste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté car je n'étais pas catholique. Quand ils sont venus me prendre, il n'y avait plus personne pour protester. Donc, à partir de ça, pourquoi j'ai trouvé ces phrases-là, c'est Grigori Gélina qui a partagé sur Facebook une image de Che Guevara qui se lit comme suit. L'image, c'est celle-là. Et le petit texte qui va avec. Celui qui n'a pas le courage de se rebeller n'a pas le droit de se lamenter. Dans cette dimension-là, ces deux personnes-là qui sont déjà venues ici d'ailleurs, américaines, il y a quelques années, 2 ans peut-être, vous parlez des gaz de schiste. Donc, ils sont vraiment des chevaliers de l'écologie qui partagent les connaissances et qui ouvrent les yeux et qui invitent les gens vraiment à s'informer et éventuellement à prendre position. Donc, dans cette lignée-là, ils reviennent nous parler des hydrocarbures au Québec et de tout le dossier qui nous interpelle et qui est politisé, et puis qu'à la base, c'est toujours les citoyens qui doivent avoir raison en s'impliquant ou en votant. Donc, sans tout appeler, je cède la parole à M. Nac Bruman, et je ne sais pas si Joyce a des commentaires à faire avant la présentation. Après? OK. Donc, on y va avec ça. Et dans le scénario, je pense que Marc disait, on va y aller peut-être pour 20 minutes, il va y avoir des questions un petit peu par bloc plutôt que d'attendre à la fin de l'avoir tout. C'est bon? Avec la présentation, je la divise en quelques chapitres. Je vais revenir sur l'histoire du gaz de schiste au Québec, l'histoire qui n'est malheureusement pas terminée. Je vais parler ensuite du territoire du Québec, mais aussi du territoire de Shawinigan, du territoire de la Mauricie, parce qu'on croit connaître notre territoire, mais finalement, il y a beaucoup d'aspects parfois qui nous manquent. Donc, j'aimerais juste vous montrer quelques cartes qui vont vous permettre
de mieux apprécier ce dont je vais discuter par après, c'est-à-dire l'exploration des hydrocarbures dans la région, les puits d'hydrocarbures. Quand je parle d'hydrocarbures, je parle de gaz, de pétrole et de charbon. Évidemment, ici, ce n'est pas des mines de charbon, mais plutôt des puits de gaz naturel ou de pétrole, selon l'endroit sur la rive nord. Je vais parler ensuite du projet de loi 106. Le projet de loi 106, c'est juste un numéro. Vous avez dit? Chaque session, il y a un numéro. Sauf que ça fait référence à la loi sur la politique énergétique qui inclut l'édiction d'une loi, la loi sur les hydrocarbures, pour encadrer l'industrie gazière et pétrolière au Québec. Je vais parler du projet de loi, je vais vous mentionner quelques articles. Ce ne sera pas une vue complète du projet de loi, mais ça va vous donner une idée. Ensuite, les différentes réactions à ce projet de loi. Il y a beaucoup de groupes qui sont déjà, je dirais, qui ont pris position par rapport à ce projet de loi-là. Ils vont en être question les prochaines semaines, vous allez voir. Le projet de loi 106, vous allez en entendre parler aux nouvelles. Et pour terminer, juste faire un portrait des autres projets pétroliers et gaziers au Québec. Vous entendez parler du projet Énergie-Est, c'en est un parmi d'autres. Et je vais essayer de conclure. Donc, pour en revenir à ce qui est avec le gaz de schiste, première période, si on peut dire, il y en avait une autre qui était plutôt cachée, qu'on n'a pas vue, mais première période, réveil citoyen à partir de 2010. Donc, le 5 juin, la ministre, Nathalie Normando, disait il y a là pour le Québec un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Elle faisait référence au gaz de schiste. Elle disait qu'il y avait du gaz de schiste pour 200 ans de consommation au Québec. Donc, les dates, faites attention, toujours écrit en bleu. 29 août, à la fin de l'été, les citoyens veulent être au courant, veulent connaître de quoi il s'agit, ils disent ils demandent un bac. Manifestation, 50 personnes à Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie. Il y a le BAP qui est déclenché, mais M. Charest, premier ministre à l'époque, fait une déclaration en chambre. Il n'est pas question de mettre les freins sur le développement. Développement de quoi? Du gaz de schiste. 22 septembre. Au mois d'octobre, à tout le monde en parle. Donc, ça faisait beaucoup de bruit à l'époque. Vous devez vous en rappeler. Mme Normando est invitée et elle dit, répète, c'est un genre de rendez-vous qui n'arrive pas tous les jours. On ne peut pas le manquer. Pourquoi? Pour préserver nos systèmes de santé, nos systèmes d'éducation, parce qu'avec ça, on va devenir riche. C'est ce qu'elle disait à l'époque, c'est ce qu'elle croyait. Je ne sais pas si elle le croit encore, mais enfin, c'est ce qu'on disait en 2010. 2 mois plus tard, là, on n'invite plus la ministre, on invite le premier ministre du Québec. Il faut qu'il s'exprime sur la question. Qu'est-ce qu'il dit? On va faire une loi avec les standards les plus élevés au monde. Une loi de quoi? Une loi sur les hydrocarbures. Une loi pour encadrer l'industrie du gaz et du pétrole au Québec. Il dit ça à 3 minutes 40 de son intervention qui dure une quinzaine de minutes. À 5 minutes 50, il dit on n'est pas des experts dans le gaz de schiste. Le gouvernement, nous, on ne connaît rien là-dedans. C'est ce qu'il affirme. Et pourtant, à 7 minutes, il dit c'est déjà encadré. Et pour l'essentiel, et dans l'avenir, ça va être amplement encadré. Faites-vous-en pas, il se fait rassurant. On est au mois de décembre 2010. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu un BAP. Un BAP, c'est un bureau d'audience publique. Donc, il y a eu des experts qui se sont prononcés, il y a eu des mémoires de citoyens, etc. Et il y a un rapport qui émane de ce bureau d'audience publique au mois de février 2011. Et qu'est-ce qui est indiqué? Il est indiqué qu'il est proposé de procéder à une évaluation environnementale stratégique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de lacunes à nos connaissances. On ne sait pas exactement ce qu'il en est du processus de fracturation, des risques, etc. Février. Mois de juin, les citoyens continuent de se mobiliser. À Montréal, 15 000 personnes juste à propos du gaz de schiste. Et on peut reconnaître, derrière la banderole, qui était de notre mouvement, on peut reconnaître Martine Ouellette et Pauline Marois.
et nos coordonnateurs, différents coordonnateurs à côté. Une année plus tard, à peine, printemps 2012, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent au Québec. On l'a appelé le printemps érable. Et le 22 avril, il y a comme une main qui se forme sur le Mont-Royal avec au moins 200 000, peut-être 300 000 personnes. J'ai fait une moyenne, j'ai mis 250 000 personnes. Et dans le majeur, au niveau de l'ombre, c'est tous les groupes citoyens qui se battaient contre le gaz de schiste parce que ça avait été organisé conjointement avec le regroupement interrégional sur la question du gaz de schiste. Là, on se dit, là, ça va bien au Québec. Les gens sont mobilisés, les gens sont au courant. Qu'est-ce qui se passe après? Tout s'est éteint tranquillement. Le feu s'est éteint. Il est resté quelques braises, mais pas beaucoup. Pourquoi? Parce que les gens ont cru qu'il y avait un moratoire sur le gaz de schiste. Donc, dès la fin de l'année 2011, jusqu'en mois de mai 2013, où il y a eu un projet en fait de moratoire, la plupart des experts, commentateurs, analystes, des élus, des fonctionnaires, des différents ministères, même du ministère de l'Environnement, ont cru qu'il y avait un moratoire sur le gaz de schiste au Québec. Il n'y en a jamais eu de moratoire. D'ailleurs, en avril 2012, les compagnies ont des plans d'exploration. Ici, c'est la compagnie Ginex sur l'île d'Anticosti. Ici, un autre exemple, Ginex à Gaspé. Ginex fait des relevés sismiques sur l'île d'Anticosti. Ça, c'est en juillet 2012. Le ministère des Richesses naturelles et de la faune émet des permis à la compagnie Petrolia pour forer en Gaspésie. On émet des permis d'exploration en Mauricie, qu'on va le voir plus loin. Donc, ça continue comme si de rien n'était. Et en mai 2013, le ministre de l'Environnement de l'époque, Yves-François Blanchette, que vous devez connaître un peu, je présume, il dit, ben là, il va y avoir un moratoire sur le gaz de schiste, inquiétez-vous pas, jusqu'au moment où il y aura une loi sur les hydrocarbures. Quand il y aura une loi sur les hydrocarbures, le moratoire va tomber. C'est un peu spécial. C'était pas une position très très ferme, genre, comme au Vermont, on va interdire la fracturation hydraulique, on va interdire l'industrie du gaz de schiste sur notre territoire. Non, non, c'est pas ce qu'il disait. Il disait qu'il va y avoir un moratoire pendant quelques années, jusqu'au moment où il y aura une loi. Qu'est-ce que disait ce projet de loi de moratoire? Eh bien, je vais retrouver mon petit pinceau, mon petit rayon laser. Voilà. Ici, tout ce qui est à l'intérieur du rouge, c'est la zone qui était protégée par le moratoire. Dans cette zone-là, principalement entre Montréal et Québec, il n'était pas supposé avoir de fracturation hydraulique. Pas d'industrie de gaz de schiste qui s'installe. Par contre, tout le reste du Québec, la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Anticosti, Lac-Saint-Jean, tous ces endroits-là, pas de problème, vous pouvez y aller. C'est ce que ça disait, ce projet de loi. Nous, on savait qu'il n'y avait pas de moratoire. On continue à faire l'opération qui n'entrerait pas chez nous. On dépose de nouveau à l'Assemblée nationale des signatures de propriétaires. Donc là, il y en avait 28 500 qui s'ajoutaient aux 32 000 qu'on avait à l'époque. Donc, grosso modo, il y avait au moins 60 000 propriétaires au Québec qui disaient à l'industrie, non, non, vous venez pas chez nous pour aller mettre vos foreuses. On ne veut pas que vous passiez sur notre terrain. C'est ce que disait le formulaire qu'on faisait signer. Pour nous donner raison, au mois de décembre 2014, parce qu'il y a eu une évaluation environnementale stratégique qui a été suivie d'un autre bureau de l'audience publique. Et ce que ça disait, en 2014, la commission a constaté qu'il n'était pas démontré que l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste dans les basses terres du Saint-Laurent, avec la technique de fracturation hydraulique, serait avantageuse pour le Québec en raison de l'ampleur des coûts et des externalités potentielles par rapport aux redevances qui seraient perçues par le Québec.
Bon, autrement dit, une espèce d'analyse coût-bénéfice. Combien ça nous coûte, combien ça nous rapporte. Et ce que ça disait, c'est que ça nous coûtait plus cher que ce que ça nous rapportait. Contrairement à ce que la ministre Normando avait dit. Le lendemain, le premier ministre Couillard, parce qu'on est en décembre 2014, c'est le gouvernement Couillard, il dit qu'il n'y aura pas d'exploitation de gaz de schiste au Québec. Il dit ça au téléjournal pendant, évidemment, une heure de grande écoute, téléjournal du soir. Et le lendemain, on voit, questionné par un journaliste du Devoir, qui dit « Je n'aime pas les moratoires parce que quand vous mettez un moratoire en place, vous verrouillez la porte. Je veux que les portes restent ouvertes. » Donc, dès le lendemain, le ministre Couillard nous dit « Moratoire sur le gaz de schiste, oubliez ça. Il n'y en aura pas. » Et en fait, on peut comprendre pourquoi. Parce que dès 2014, la porte a été vraiment ouverte. Et ça avait même commencé dès le mois de février avec la première ministre Marois, qui a décidé d'aller forer Anticosti, de s'associer à des compagnies, donc de mettre un certain montant de nos taxes et impôts pour aller forer sur l'île d'Anticosti. C'est une campagne de forage exploratoire et suivie de quelques forages avec fracturation hydraulique à la clé pour les années subséquentes. Et là où nous en sommes présentement, nous en sommes à l'étape juste avant la fracturation hydraulique. Le gouvernement libéral, qui était en poste au mois d'avril, ben, le 31 2014, il fait un plan général sur les hydrocarbures. Ne vous inquiétez-vous pas, nous, on va prendre ça en main. Donc, que ce soit gaz de schiste, pétrole de schiste, gaz naturel, on va organiser ça. Il y a un plan de travail qui est là. Donc, comme je vous disais, par rapport au pétrole de schiste, par exemple, il va y avoir une évaluation environnementale stratégique. Il y en aura une sur les hydrocarbures, il y en aura une sur Anticosti, etc., etc. Donc, il y a un plan général. Et le 16 juillet, ici, c'est le ministre de l'Environnement, David Hurtel, qui dit « Bon, nous, il fallait qu'on s'occupe de l'eau potable, on s'en est occupé. Sauf que quand on lit ce règlement, il y a des lois, il y a des règlements. Ce règlement-là sur l'eau potable s'appelle Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, RPEP, qui dépend de la loi sur l'environnement. Bien, elle dit qu'on peut réaliser un puits de gaz ou de pétrole en autant qu'il soit à plus de 500 mètres d'un site de prélèvement d'eau. Par exemple, un puits d'eau municipal. Article 32. Et il dit qu'en profondeur, vous pouvez aller fracturer en autant que vous ne soyez pas plus proche que de 400 mètres des aquifères, là où on retrouve notre eau. Donc, au travers de ce règlement-là, il encadre le processus de fracturation hydraulique, ce qui, jusque-là, on n'en parlait pas dans aucune loi au Québec de fracturation hydraulique. Mais là, avec ce règlement sur l'eau, on en parle. Il y a un chapitre complet sur la fracturation hydraulique dans ce règlement sur l'eau. 31 juillet, le ministère du Développement durable émet des lignes directrices sur l'exploration gazière et pétrolière, un volume de 214 pages, qui indique à l'industrie, bon, vous allez fracturer de telle manière, vous allez mettre votre eau de telle manière, vous allez la traiter par après de telle manière, assez bien détaillé. Au mois d'avril, donc là on est 2 ans plus tard, là ça a avancé, là on est à la politique énergétique. Un document de 66 pages, assez insipide où on ne retrouve aucune précision, mais qui dit qu'il va y avoir un organisme qui va s'occuper de transition énergétique. Et puis, on va reviser la régie de l'énergie. C'est des choses qui ne sont pas tout à fait à point. La régie de l'énergie, c'est ce qui règle, par exemple, vos tarifs d'électricité, vos tarifs de gaz, etc. 30 mai 2016,
Les évaluations environnementales stratégiques dont je vous parlais, enfin, on a le résultat des études. Sauf que ça passe en catimini, sous le radar, comme on dit. Le gouvernement rend public les rapports. C'est des rapports de plusieurs centaines de pages qui n'ont pas été vraiment étudiés, analysés. 30 mai, à la fin de ce printemps. Et le 7 juin, arrive le coup de massue, j'appelle. Le ministre Pierre Arcan présente le projet de loi sur la mise en œuvre de la politique énergétique 2030. C'est le projet de loi 106 qui est déposé à l'Assemblée nationale le 7 juin. Le 7 juin, on n'entend pas parler le 7 juin. Personne n'est au courant, ça s'est fait en catimini, même l'opposition, le Parti québécois était. C'est quoi ça, ce projet de loi-là? Et qu'est-ce que ça dit? Ben oui, création de transition énergétique Québec, révision du rôle de la régie, et 3, élaboration d'une loi sur les hydrocarbures. Ça, c'est ce qui était caché. C'est ce qui est caché dans la loi. Et pour faire une petite histoire de cette loi-là, il faut se rendre compte que ça faisait plusieurs années que ça nous surveillait dans un certain sens. Déjà, il y avait Jean-Yves Laliberté du ministère des Ressources naturelles et de la Faune qui disait que, en ce qui concernait la période d'évaluation des puits d'hydrocarbures, cette question fera partie des points revus par la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui doit être déposée en 2011. Donc, déjà en 2010, puis Mme Normando l'avait dit déjà à l'été 2010, inquiétez-vous pas, la loi s'en vient, on est à la fin de 2010. En 2013, change de gouvernement. Le gouvernement de Pauline Marois doit déposer au plus tôt en décembre le projet de loi qui encadrera l'exploitation du pétrole et des autres hydrocarbures au Québec. Donc, la loi sur les hydrocarbures. Pauline Marois disait, inquiétez-vous pas, nous, on va vous en faire une. On attend. Finalement, janvier 2014, encore sous le gouvernement Marois, le lobby du pétrole s'active au Québec. Il y a plus de 50 lobbyistes qui font valoir les intérêts des pétrolières dans le cadre de l'élaboration de la future loi sur les hydrocarbures. Quel est l'objectif des lobbyistes? Que les orientations prévoient un régime de redevance compétitif pour les entreprises et des modalités qui favorisent le développement sécuritaire de l'industrie des hydrocarbures et que les hydrocarbures occupent une place plus importante dans la nouvelle stratégie énergétique. Donc, pendant ces années-là, 2013, 2014, 2015, l'industrie, avec ses lobbyistes, se trouvait à l'Assemblée nationale pour convaincre les députés. Alors que certains maires, très rares, comme celui de Lévis ici, M. Lelouillet, il dit, nous, là, avec la prochaine loi sur les hydrocarbures, on va avoir les pleins pouvoirs. On n'a pas envie que ça fasse comme en 2010, que les compagnies viennent s'installer dans nos municipalités sans qu'on ait notre mot à dire. Donc, non seulement sur le périmètre urbain, mais sur tout aménagement qui touche notre territoire. Cela comprend les milieux humides, etc. C'est ce qu'il disait. C'est un des rares qui a pris la parole à ce moment-là, au mois de juin 2014. En 2015, dans Le Soleil, il y avait un petit article qui disait la future loi sur les hydrocarbures, les pétrolières prêtes avant Québec, avant le gouvernement, avec un point d'interrogation. Et en effet, quand on regarde les propos du ministre Arcan, qui s'occupe des ressources naturelles au Québec et de l'énergie, il dit « Bon, oui, c'est clair que l'opinion des municipalités sera prise en compte. » On va voir tantôt si ça a été pris en compte. Il y aura des redevances pour les municipalités. On va voir ce qu'il y en a pour les municipalités. Il faut noter qu'actuellement, Québec ne reçoit que des revenus très minimes pour donner des permis d'exploration, etc. Il se rend quand même compte que vous, les municipalités, vous allez être au courant, vous allez recevoir de l'argent, mais pas grand-chose parce qu'on n'en reçoit pas beaucoup. C'est ce qu'il dit parce qu'il y a un certain pourcentage qui aurait été de l'ordre de 40 %. C'est ce qui est dit au mois de février 2015. Évidemment, là, on va le voir quand il y a la question du projet de loi, tout ça s'est évaporé. Maintenant, autre chapitre,
Je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur ce que j'appelle la saga du gaz de schiste au Québec. Moi, je serais prêt à passer au territoire.